Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Max est un homme cis de 32 ans qui se considère comme fluide sexuellement. Doctorant en sciences à Amsterdam, il est en couple depuis 9 ans avec une femme, avec qui il explore le vaste univers de la non-monogamie à travers principalement le sexe à plusieurs. Bonjour Max. Salut Lucille. Je vais commencer avec une question rituelle. On se vouvoie ou on se tutoie ? Non, on va se tutoyer. Vu ce que je vais raconter aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument qu'on se tutoie. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Ouais, bien sûr. Déjà, avant de réfléchir à tout ça, il a fallu que je me pose la question de ce que je considérais comme ma première fois. Enfin, je considère de toute façon que j'en ai eu beaucoup. Pour moi, la définition de la première fois que je voulais utiliser pour aujourd'hui, c'est... disons mes premiers contacts sexuels à deux, on va dire. Toucher l'autre personne, se faire toucher et avoir un contact des parties génitales et ce genre de choses. Et pour moi, du coup, je considère que ça s'est passé en deux parties, avec deux filles différentes, mais assez rapprochées l'une de l'autre. En fait, la première partie, c'était au Club Med. J'étais en vacances avec mes parents un été. T'avais quel âge ? J'avais 16 ans. C'était l'été, juste après ma première. J'allais rentrer en terminale en septembre. Le Club Med, pour ceux qui n'y sont jamais allés, quand t'es jeune, c'est vraiment super parce que tu rencontres plein de jeunes de ton âge, tu n'as pas la supervision des parents, t'as accès aussi en général à un peu d'alcool et ce genre de choses. Et puis c'est les vacances, donc ça permet de créer des liens très rapidement. Et donc cette fille... Moi, ça faisait déjà, je sais plus, une semaine que j'étais en vacances et on se rencontre à une soirée et c'était la première fille qui m'a dit que j'avais de jolies mains. Enfin bref, j'ai compris qu'il pouvait se passer un truc avec cette fille. Enfin, c'était la première fois qu'une fille comme ça me faisait plus ou moins du rentre-dedans, on va dire. Alors qu'en plus, elle était beaucoup plus jeune que moi. Elle avait quel âge ? Si je me trompe pas, elle avait 14 ans à l'époque. Ce qui me paraît vraiment très jeune aujourd'hui quand j'y réfléchis. Mais c'était clairement elle qui menait les choses. Et donc on apprend juste à se connaître, si je me souviens bien, la première soirée. Très vite, donc on devient assez proche, et il y a un soir, j'imagine que c'était le lendemain, où vraiment là on commence à s'embrasser et à se toucher comme des ados, quoi. Quand c'est comme ça, il faut se cacher un peu, il faut sortir de la piste de danse pour trouver un endroit calme. Alors, c'est ce que en général on fait, mais c'est pas du tout ce qu'on a fait tous les deux, et en y repensant, c'est quelque chose auquel j'ai pas repensé depuis, je pense, une bonne dizaine d'années. Mais on s'est retrouvés, en fait, et il y avait un bar qui était à côté de là où tous les gens mangeaient, et franchement, il devait être entre 20h et 22h, donc un peu le prime time au Club Med, où tout le monde est plus ou moins à cet endroit-là. On est juste sortis du bar où on était. En fait, il y avait une sorte de square, et bref, il y avait une chaise en plein milieu de ce square, et on s'est assis dessus, et on s'est embrassé et frotté pendant je sais pas combien de temps. Je me souviens que j'avais quand même dans un coin de ma tête, j'espère que mes parents vont pas me voir, mais en même temps, ça me posait pas assez de problèmes pour que je lui demande qu'on aille dans un endroit un peu plus intime. Donc c'était une masturbation partagée ? Non, c'était pas une masturbation, là, on faisait vraiment juste se frotter, quoi. Mais c'était vraiment très très chaud. En tout cas, pour moi, à l'époque, c'était vraiment très très chaud. Et donc, un peu plus tard, on se retrouve, parce qu'on n'allait quand même pas continuer ici, on se retrouve dans une espèce de cabane qui est utilisée, je crois, pour faire du yoga ou ce genre de choses. Et là, ça commence vraiment. C'est-à-dire que pour moi, c'était la première fois que je touchais un vagin, un clitoris, des lèvres. Ouais, c'était assez unique. J'avais clairement l'impression de pas savoir ce que je faisais du tout. Mais elle avait l'air d'apprécier. C'était agréable pour toi ? Ouais, c'était agréable. C'était très agréable pour moi. Je me disais, enfin, je peux goûter à ça, quoi. Parce que c'est quelque chose qui me traînait dans la tête depuis un moment, le sexe. Ouais, donc non, j'étais très content. Et donc on se touche, et au final, on fait que se toucher. Pendant un petit moment, je pense. Bref, mais au final, on va pas plus loin, même si j'aurais bien aimé quand même qu'on aille un peu plus loin. J'étais super content de mon expérience. Et du coup, le lendemain, je pars. Donc on se revoit plus, on s'est plus jamais revus. On s'est écrit un peu, on s'est vu par webcam aussi, plus tard, parce qu'en fait, elle venait de Belgique, et j'étais pas du tout à côté. Donc, de toute façon, je savais très bien que c'était juste un truc d'été. Mais c'est vraiment
Ouais, c'est un super souvenir. Donc très beau souvenir de vacances. Et puis quelques semaines plus tard, la suite. Je rentre de vacances et il y avait cette fille avec laquelle on se tournait autour depuis un petit moment. Et on finit par se mettre ensemble. Je me souviens plus exactement des détails, mais apparemment on avait décidé qu'un jour on coucherait ensemble. Je savais que ce jour-là qui arrivait, il y avait de très grandes probabilités pour qu'on passe à l'acte. Et donc bah du coup c'est ce qu'on fait. Donc on va s'installer en fait dans le sous-sol de mes parents. Ça paraît un peu glauque dit comme ça, mais c'était en plein été, en plein mois d'août, il faisait super chaud et l'avantage d'aller dans ce sous-sol qui était aménagé en fait, c'était la salle de jeu de mon frère et de moi. Il fait beaucoup plus frais, il doit faire même pas 20 degrés donc c'est parfait, on était très contents là-dessous, mais c'était pas très glamour on va dire. Mais il y a un canapé lit. Il y a un canapé lit qu'on déplie, je suis même pas sûr qu'on l'ait déplié en vrai. Mais donc, on commence et par rapport justement à la première partie de ma première fois au Club Med, il y a beaucoup moins de passion. Disons que pour ce que j'avais fait quelques semaines plus tôt, j'étais vraiment à fond et je sentais que c'était réciproque. Enfin ouais, on en crevait d'envie tous les deux. Là, c'était plus froid, plus clinique un peu. Plus prévu. Ouais, plus prévu et ça me mettait un peu mal à l'aise et je sentais que, enfin, a posteriori, je me rends compte qu'elle voulait certainement un peu pas s'en débarrasser, mais que ça soit fait et en fait, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa première fois puisse être agréable. D'accord. Et donc du coup, bah, on s'embrasse, on se déshabille, je la vois nue pour la première fois. Moi, dans ma tête, je me dis bon, j'avais la hantise de l'éjaculation précoce. Parce que j'avais entendu tellement d'histoires de garçons qui avaient joué au bout de quelques va-et-vient et ce genre de choses. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, il faut vraiment pas que j'ai d'éjaculation précoce. Et du coup, bah, vient le moment de la pénétration où je me mets sur elle, donc en missionnaire. Il y avait un truc auquel j'avais pas pensé, mais en fait, ça a été super galère de réussir à rentrer en elle, en fait. Vraiment, on a galéré, je sais pas, peut-être... Ouais, je me souviens plus exactement, mais en y réfléchissant, je pense que ça a bien duré 5 minutes. Tu penses que c'est parce qu'elle était pas suffisamment excitée ou préparée ? Ouais, clairement, je pense qu'il y a de ça, et je pense aussi qu'elle avait de l'appréhension, et puis moi, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Alors là, je peux pas en être sûr complètement, mais dans mes souvenirs, elle m'a pas forcément aidé. C'était surtout moi qui essayais. Oui, elle t'a pas guidé sur le bon chemin. Non, elle m'a pas guidé. Mais ça, enfin, c'est les souvenirs que j'en ai. Je suis sûr que si on lui demandait à elle, ce serait bien différent. On finit par réussir. C'est un peu douloureux pour elle, mais enfin ça va à peu près. Et puis du coup, bah je commence. Alors déjà, je suis content parce que j'ai pas d'éjaculation précoce. Par contre, je pense pas que je prenne tant de plaisir que ça, parce que je sens qu'au final, il n'y a pas une super connexion à ce moment-là. Et je suis pas sûr que, clairement, elle a pas pris spécialement de plaisir cette première fois. Et du coup, ouais, j'ai du mal à me mettre dedans. Et ça a duré quand même un petit moment, je pense, pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Ou t'essayes quand même de bouger un peu, de faire quelque chose ? Je bouge, ça a pas l'air inconfortable pour elle à ce moment-là, mais ça a pas l'air d'être l'extase, quoi. Et toi non plus, du coup, physiquement, tu ressens pas grand-chose ? Non, déjà parce qu'il y a un préservatif. Et parce que aussi je suis circoncis, donc j'imagine que j'ai un peu moins de sensations à ce niveau-là. Et là, de toute façon, j'étais un peu dans ma tête, quoi. J'étais pas à 100% avec elle. Mais bon, bref, au bout d'un moment, on s'arrête et du coup, moi, j'ai pas joui. Elle part dans les toilettes, tout simplement se nettoyer, ce genre de choses, parce qu'il y avait un petit peu de sang, si je me souviens bien. Et elle me dit qu'il faut que je me masturbe pour jouir, quoi, pendant qu'elle est pas là. Et ouais, c'était vraiment un truc super chaud. Ça a vraiment été une éjaculation et une masturbation réflexe. Mais tu le fais quand même. C'est-à-dire que quand elle te dit je sors de la pièce, je vais me nettoyer, finis-toi, tu le fais quand même. Je le fais quand même parce que je me dis que bah il faut finir quand même. Enfin, c'est ma première fois et tout, faut que j'ai un orgasme. Et ouais, je me souviens que c'était quelque chose de super chelou pour moi. J'étais dans le sous-sol de mes parents et je réfléchissais un peu à ce qui venait de se passer et j'étais à la fois excité mais pas excité parce qu'il venait de se passer. C'était un peu bizarre. Avec cette fille, au final, on n'a pas trop parlé de ça. Enfin, non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai que j'ai fait en sorte qu'on en parle un peu. Et de ce qu'elle me disait, elle avait plutôt apprécié, mais j'avais vraiment eu du mal à le voir chez elle, qu'elle avait apprécié. Donc je pense que c'était peut-être pour moi, tout simplement, qu'elle disait ça. Mais en tout cas, t'as eu ce sentiment.
et ça t'a marqué, qu'elle a pas kiffé et t'as pas aimé ça en fait, qu'elle n'ait pas aimé. Non. Mais ça, c'est quelque chose c'est la première fois en fait que j'y réfléchis aussi profondément, et ça, je pense que c'est quelque chose qui a marqué ma sexualité jusqu'à aujourd'hui, où il faut que je vois du plaisir dans mes partenaires, faut que je sente qu'ils prennent du plaisir, sinon moi j'arrive pas à en prendre. Mais avec cette fille, vous restez en couple ? Ouais. Alors, mon état d'esprit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, c'était vraiment le début de ma sexualité et de notre sexualité. Donc je me disais, c'est génial, maintenant on va pouvoir explorer plein de trucs, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir tester des choses. Au final, c'est pas ce qui se passe. Parce que je pense qu'elle en attendait plus de moi, et que moi, en fait, j'avais jamais été amoureux avant cette relation, et je savais pas complètement ce qu'était l'amour, et donc je savais pas exactement ce que je ressentais pour elle. Et au final, c'était une fille pour laquelle j'avais énormément d'affection, mais j'étais pas amoureux. Et moi, je m'étais interdit de lui dire je t'aime si c'était pas quelque chose dont j'étais sûr et que je ressentais pleinement, quoi. Et je pense que ça l'a bloqué. Le fait que elle soit plus investie que moi dans cette relation. Et ce que je comprends parfaitement. Ce qui fait que cette relation, au final, elle a traîné un peu parce que elle arrivait pas je pense à se détacher de moi, et moi je voulais pas accepter le fait qu'au final j'étais pas amoureux d'elle. Maintenant qu'on a exploré ta première fois, on va faire un petit jeu, on va faire un petit module, une petite respiration pour apprendre un peu à mieux se connaître, encore une fois, avec une déclinaison du jeu à boire je n'ai jamais, sauf que on boit pas et c'est un j'ai déjà. Je vais te donner des affirmations et tu vas me dire si ça t'évoque quelque chose, si t'as des souvenirs qui remontent ou pas, ou des envies, des désirs pour la suite. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui, ça a commencé assez jeune d'ailleurs. La première fois que j'ai fait ça, j'avais 18 ans. Je venais de me séparer de ma copine du lycée. Et je me disais, c'est maintenant ou jamais qu'il faut explorer. Et du coup, j'ai découvert un site qui à l'époque s'appelait Net-Échangisme. Le jour même, je m'inscris, donc c'est un site pour rencontrer des échangistes. Et le jour même, je trouve sur ce site un couple qui n'habite pas loin du tout, qui ont quasiment 40 ans, une fille de mon âge. On se retrouve au final le soir même. Juste pas la fille de leur âge, enfin de ton âge, juste le couple de 40 ans. Oui, bien entendu. Et du coup, on se retrouve dans un bois à côté de chez moi pour faire mon premier trio avec un homme et une femme. Et à l'occasion d'une double pénétration, je teste ma première sodomie. C'était quelque chose que l'anal pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intrigué. J'avais exploré tout seul de mon côté quand j'étais ado. Et donc enfin pouvoir faire ça, c'était super. Et deuxième, entre guillemets, première fois de pénétration, qui est tout aussi galère que la première. Réussir à rentrer pour cette sodomie pendant cette double pénétration a été une bonne galère. Alors il faut le préciser quand même, hein, la double pénétration en forêt, dans le cadre d'une sodomie, c'est un peu normal que ça ait du mal à rentrer. Ouais, surtout qu'en plus, à ce moment-là, il faisait bien nuit, parce que ça faisait déjà un moment qu'on jouait, et je n'y voyais absolument rien. Et du coup, ça glissait en double pénétration vaginale pendant tout le temps au début. Et c'était à elle de me dire, non, t'es pas dans le bon trou, là. Ça arrive même au meilleur. Ouais. Mais c'est là que la communication avec la partenaire féminine est importante, ou le guidage, en l'occurrence. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que la communication, c'est clé pour moi pendant le sexe. Ça rend tout tellement plus simple. C'est sûr. S'il faut imaginer, surtout dans le noir et dans des conditions particulières, oui, là, il faut communiquer, c'est obligé. Ouais. Deuxième affirmation, j'ai déjà été sodomisée. Oui. Et juste avant cette expérience. Alors. Avec les mêmes personnes, toujours en forêt, ou juste avant Alors non, mais c'est aussi une expérience un peu marrante. C'était 1 ou 2 mois plus tôt. Je découvre ce site de rencontres gay, et sur ce site, je rencontre un couple qui avait, je sais pas, entre 25 et 35 ans, quelque chose comme ça. Donc du coup, on commence à discuter, et le soir même, on se retrouve dans un hôtel Formule 1 ou un équivalent avec ce couple. Et donc c'était ma première relation avec des hommes. C'était ma première relation à plusieurs aussi. Et oui, c'était ma première fois en tant que passif pour la sodomie. C'était bien ? C'était pas mal, mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, j'étais plus attiré par... en tout cas, à cette époque-là, j'étais plus attiré par le sexe des hommes que par les hommes eux-mêmes.
Et du coup, ça a pas été complètement satisfaisant dans le sens où il y avait pas vraiment de connexion entre nous. C'était quand même pas mal en vrai, c'était quand même pas mal et j'en garde un bon souvenir. Mais à cette époque, je comprenais pas qu'il fallait une connexion spéciale avec les gens pour pouvoir vraiment kiffer. Donc ça a apporté quelque chose, ouais. Ouais. Bah c'est la jeunesse, quoi. Ouais, exactement. Mais j'en garde un très bon souvenir. L'année de mes 18 ans, ça a été une très bonne année au niveau expérience. Une grande année. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Pas ma liste de courses. Ou à des cours. Ouais, voilà, des trucs qui n'avaient rien à voir pour me calmer, pour pas jouir trop vite, ça m'est déjà arrivé. C'est quoi ton truc? Tu penses à quoi, justement, volontairement, pour pas jouer trop vite? Ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Mais tout et n'importe quoi, à ma journée, à ce que je vais faire le lendemain, à je sais pas, un documentaire que je viens de voir. Mais j'essaye en même temps de rester dans le moment parce que sinon ça a plus aucun intérêt. Bah c'est le principe, sinon à un moment on débande et Ouais, alors ça marche trop bien. C'est ça, c'est pas tant... Moi mon problème ça serait pas tant que je débande, mais c'est juste que tout simplement je sors du truc et si je suis plus avec la personne, je peux continuer mais c'est plus très intéressant pour moi. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Ah ça oui, enfin ça dépend de la définition de penser à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que par exemple avec ma copine actuelle, j'ai jamais pensé à quelqu'un à la place d'elle, mais j'ai déjà pensé plein de fois à des trucs qu'on fait à plusieurs ou ce genre de choses pendant qu'on est en train de faire l'amour ou imaginer avec différentes personnes. Donc pour ça oui. Tu rajoutes des gens en fait, tu remplaces pas des gens. Je rajoute des gens. Par contre, dans une soirée à plusieurs ou ce genre dans ce genre de choses, ça m'arrive de penser à elle quand je suis avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas parce que, enfin, je fais jamais ça parce que je trouve que ce que je suis en train de faire c'est pas bien, c'est pas pour m'exciter ou c'est pas parce que c'est une pensée interdite ou ce genre de choses, c'est juste, à ce moment-là, j'ai envie de penser à elle et je pense à elle. C'est plus une sorte de quelque chose d'amoureux, quoi. Ouais, exactement. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu dans l'émission dans le cadre de personnes qui pratiquaient le libertinage, en l'occurrence. Qu'il y avait une connexion qui se créait même quand on était dans le cadre d'une relation sexuelle avec d'autres personnes. Et qu'un seul regard ou une pensée pouvait réveiller tout l'amour qu'on avait pour la personne avec qui on était en couple. La compersion dans ces moments-là, elle est... pour moi, en tout cas, elle est quasiment à son maximum. Alors, je vais redéfinir compersion rapidement. C'est une notion qui est très utilisée dans le cadre du polyamour, mais aussi dans le libertinage. C'est quand on aime quelqu'un suffisamment pour être heureux de son bonheur ou heureux de son plaisir. De manière schématique, l'inverse de la jalousie. C'est-à-dire qu'on peut accepter, dans ces cas-là, que la personne prenne du plaisir ou ait du bonheur sans soi, en fait, avec quelqu'un d'autre. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Oui, ça m'est déjà arrivé, par exemple, au travail. C'est quelque chose d'assez récent, c'est quelque chose que j'ai commencé, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Je l'avais jamais fait. Et puis, on a des toilettes pour personnes à mobilité réduite, donc j'en suis pas très fier. Mais bon, en même temps, ils sont jamais utilisés, ces toilettes. Mais oui, qui sont très confortables. Et il y a un miroir, en fait, qui est, comme c'est des toilettes pour personnes à mobilité réduite, il est beaucoup plus bas. Et un jour, en me lavant les mains là-bas, je me suis dit... je pourrais peut-être me regarder me masturber avec ce miroir parce qu'il est pile à la bonne hauteur. Et j'ai commencé comme ça et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc du coup, je le fais plus ou moins régulièrement au travail. On va revenir à ton histoire sexuelle et parler du moment où cette relation de lycée, ta première relation sérieuse de lycée, donc avec cette fille de la première fois, s'est terminée. Et où là, tu t'es dit, ça y est, j'ai passé ma première fois, il faut que j'expérimente. Ouais. Comment ça s'est mis en place chez toi? Comment tu t'es organisé? Je me suis pas vraiment organisé, en fait. Disons qu'en tout cas, je me suis pas, de façon consciente, organisé. Je m'étais juste dit que, voilà, si j'avais des expériences qui m'intéressaient, tout simplement, je testerais, quoi. Je me mettais pas de limite, parce que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai jamais ressenti de honte ou de gêne par rapport au sexe. Donc du coup, en fait, tout simplement, mon exploration, je l'ai faite en me disant, je me ferme pas de porte. Et s'il y a des choses que je peux provoquer, je les provoque, et sinon, je me laisse guider. Au départ, tu t'es fait une liste, il y avait des choses que tu voulais vraiment faire? Oui, mais non, je me suis pas fait de liste. Mais oui, alors, les trucs à plusieurs, c'est clair. Tester avec des hommes aussi. Le BDSM, ça, depuis absolument toujours, je sais que je suis attiré par ça. Donc ce genre de choses, je voulais absolument tester le plus rapidement possible, si c'était possible. Mais ouais, je voulais explorer ça. Et donc du coup, j'ai quelques mois après avoir quitté cette fille de la première fois, je me suis mis en couple avec une autre fille de mon lycée.
elle avait beaucoup plus d'expérience que moi, et notamment de l'expérience avec des hommes un peu plus âgés, ce que je trouvais absolument génial, parce que du coup, elle avait plein de trucs à m'apprendre. Et elle était très ouverte, et donc on est resté quasiment 1 an ensemble, et on a fait pas mal d'explorations tous les deux, dont on avait envie tous les deux, dont j'avais envie moi et qu'elle connaissait, et que du coup elle était très contente de me faire découvrir. Tu lui as tout partagé? Tu lui as dit que t'avais envie aussi d'hommes? J'étais parfaitement à l'aise avec le fait d'avoir ces envies-là et de vouloir tester, parce que donc à cette époque-là j'avais pas encore testé, parce que j'avais encore 16 ans, quoi, 16-17 ans. J'étais parfaitement à l'aise avec ça. Je ressentais aucune honte ou ce genre de choses, mais je me voyais pas en parler avec mes amis parce que j'avais peur d'être jugé, en fait, tout simplement. Mais vis-à-vis d'elle, par exemple, tu aurais pu lui dire « J'ai aussi envie d'hommes, faisons un plan à 3, par exemple. » Alors, je sentais qu'on n'en était pas du tout là. Là, pour le coup, alors elle était très ouverte, mais ou en tout cas, l'image que j'avais, même si elle était très ouverte à tout ça, c'est que là, c'était un petit peu trop loin. C'était un pont trop loin, là. Vous avez été jusqu'où ensemble? On a testé quelques trucs. Alors moi, je suis un grand fan de lingerie, donc c'était la première fille que j'ai vue en porte-jartel. C'était assez incroyable, ça, pour moi. C'était pour mon anniversaire, c'était une belle surprise. Pour tes 17 ans? Je venais de fêter mes 17 ans, je crois, quand on s'est mis ensemble, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était pour mes 18 ans. Donc j'étais très content. J'avais aussi acheté une paire de menottes, donc on avait pu explorer un petit peu avec ça. On a aussi joué avec un sextoy, si je me souviens bien, un vibro vibrant que j'avais vu dans un magazine. J'avais acheté le magazine uniquement pour le sextoy. Je me demande si c'était pas FHM ou quelque chose comme ça. Explorer aussi le sexe oral, voilà, j'en avais énormément envie, ça. Le cunilingus, la fellation. On a fait un petit peu de jeu de rôle, si je me souviens bien aussi. Enfin bref, franchement, pour une première année de sexualité, c'était vraiment très très sympa. Et puis, drôle, quoi. Enfin, genre, on s'amuse. Ouais, fun. Quelque chose de léger. C'est ce dont j'ai toujours eu besoin, en fait, au niveau sexualité. Il faut que ça soit fun. Je me considère comme quelqu'un de fun dans un lit et d'ouvert, et il faut que la personne en face puisse rigoler, puisse se détendre, puisse être joueur, en fait. Quand votre histoire se finit, tu décides d'aller expérimenter seul, ou tu te dis qu'il faut que tu te remettes en couple? Non, pas du tout. Alors, j'ai pas l'envie ni l'intention de me remettre en couple à ce moment-là, parce que j'ai déjà passé pas mal de temps en couple, que je suis jeune, et que je me dis, ce serait quand même beaucoup plus simple d'explorer si je suis tout seul que si je suis en couple. Après, je fais pas le choix conscient de ne pas tomber amoureux ou de ne pas me mettre en couple, mais ça n'arrive pas, et je pense parce que j'étais pas spécialement ouvert à ça à ce moment-là. Donc c'est là que tu sautes le pas pour les expériences avec les hommes? Ouais, exactement. Peut-être 1 ou 2 mois après avoir fini avec ma copine de lycée. Donc à ce moment-là, j'étais à la fac, je venais d'entrer à la fac quand ça se termine. Et ouais, là c'est là où j'ai envie d'explorer. Ouais, c'est des sortes de pulsions, quoi. Des trucs que je veux assouvir, et donc notamment les relations avec les hommes et les relations à plusieurs. Donc à cette époque-là, je sais pas trop comment faire pour trouver ces personnes-là, et c'est là qu'Internet arrive. Quand t'as 18 ans et que t'es sur un site échangiste et un homme célibataire, c'est compliqué de rencontrer des gens, parce que il y a cette image du jeune garçon inexpérimenté, quoi. Ce que j'étais d'ailleurs, j'étais pas expérimenté du tout, mais je considère que j'avais quand même plus de bouteilles quand même que la plupart des gens, et je suis un scientifique, moi, donc du coup j'explore et je teste et je prends des notes et des résultats et ce genre de choses. Bon, je le fais pas littéralement, hein, c'est des notes mentales, mais j'essaie de m'améliorer et ce genre de choses. Et du coup, à chaque fois que j'ai réussi à rencontrer des gens, ils étaient très très contents, ils étaient assez étonnés que je sois aussi jeune et que ça se passe aussi bien. Mais ouais, c'était galère. C'est marrant que tu dis ça, parce qu'on pourrait imaginer que c'est justement un profil très recherché. C'est quand même quelqu'un de jeune, attrayant, séduisant. Oui et non. Parce que déjà, des hommes seuls, jeunes, attrayants, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, c'est un océan sur ces sites-là. Donc il y en a plein. Et moi d'ailleurs, j'ai exactement le même biais aujourd'hui. Si jamais on fait des plans à plusieurs avec ma copine, il y a tellement de gens, et on rencontre pas si souvent que ça, ce qui fait que on va mettre toutes les chances de notre côté, et en prenant un garçon de 18 ans, on met pas du tout toutes les chances de notre côté. Donc même toi, aujourd'hui, tu te dis pas, comme ça m'est arrivé, des gens m'ont donné ma chance, je vais redonner leur chance à des jeunes de 18 ans? Je trouve plus les gens de la même façon qu'à l'époque, quand je rencontre des gens, et je rencontre pas vraiment de personnes de 18 ans. Mais si c'était le cas, ouais, instinctivement, je me dirais, enfin, ça pourrait être fun, voilà, sur le moment de tester. Mais si c'est quelque chose de prévu,
Et vu que c'est pas des choses qu'on fait forcément très régulièrement, je me dis autant assurer le coup. On va faire une pause et on va faire la deuxième partie de notre petit jeu Je n'ai jamais. Toujours sans boire, mais toujours avec les affirmations sexuelles. Soit ça t'évoquera des anecdotes, soit ça t'évoquera des désirs. Je te laisse me raconter ce qui te vient à l'esprit. Ma première affirmation, c'est « Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour ». Oui, ouais, carrément. Alors carrément, ça sent le plusieurs fois. Ah oui, ouais, non mais c'est, je sais pas, c'est des centaines de fois, enfin non, une centaine de fois en tout cas, j'imagine, jusqu'à aujourd'hui, parce que je suis très voyeur et très exhibitionniste, et donc en faisant ça, j'ai les deux. C'est quelque chose que j'ai voulu explorer très tôt, prendre des photos, prendre des vidéos, ce genre de choses, et à tel point que j'en suis devenu photographe et vidéaste amateur. J'ai tourné quelques vidéos d'ailleurs avec des travailleurs du sexe. Me filmer les autres, ouais, c'est quelque chose que j'adore, que j'ai commencé à explorer très tôt. Je sais pas, à 18-19 ans, avec des partenaires, ouais. Quelque part, t'as un fichier d'archives sur ton ordi avec toute ton histoire sexuelle en vidéo. Ouais, je fais très attention à ma vie privée et à qui peut accéder à ce genre de choses, donc je fais vraiment gaffe. Tout est encrypté à la fois sur mon téléphone et sur mon ordinateur, donc personne peut y avoir accès à part moi et ma compagne. C'est très bien classé, toutes les photos, les vidéos, tout ça, les rushs, les vidéos montées, parce que donc du coup aussi je fais du montage vidéo. Tout est très bien organisé, je peux avoir accès à tout ce que j'ai enregistré depuis quasiment le début de ma vie sexuelle. C'est des vidéos que tu consommes après, que tu revois ? Très rarement, je dirais quelques fois par an, mais quand je le fais, j'adore. Vraiment j'adore, c'est me voir mes partenaires, me souvenir de ce qu'on avait fait. Ouais, c'est un très bon support masturbatoire pour moi. Je l'utilise très rarement, mais je l'adore. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un. Oui. À qui je n'en ai pas envoyé, c'est plus la question. Alors on va préciser quand même que avec le consentement, c'est quand même important. Bien sûr. Mais du coup, oui, t'envoies des photos de ton pénis à tout le monde ? Enfin, les gens avec qui, j'imagine, t'es en relation dans un cadre sexuel. Ouais, alors, bien sûr. Moi, j'en ai pas reçu, par exemple. Non, effectivement, tu n'en as pas reçu, pas encore. Mais ouais, non, en fait, c'est parce que déjà, j'ai beaucoup de photos qui traînent sur Internet, que j'ai publiées sur des sites comme FetLife ou Reddit ou ce genre de choses. Donc, on voit mon pénis sur Internet, ça c'est clair. Et sinon, en envoyer, ouais, ça m'arrive. Je fais pas tant de sexting que ça, mais ça m'arrive de temps en temps avec ma compagne en grande majorité ou avec des gens avec qui on couche. Des amis en fait. Mais c'est des photos qui sont plutôt travaillées, enfin j'aurais du mal à appeler ça des selfies, c'est plus des autoportraits. Mais ouais, non, je fais ça beaucoup. Oui, c'est pas la photo un peu honteuse, juste du pénis avec un cadrage un peu pas terrible et une lumière pas terrible. C'est quelque chose que tu fais bien si tu le fais et que... Ouais, c'est-à-dire ouais, exactement. Ouais. Si je le fais, bon, je vais pas non plus retoucher la photo, mettre des filtres ou ce genre de choses, mais je vais travailler mon cadrage. C'est un réflexe de photographe en fait. Et t'aimes recevoir des photos en échange ? Ah, j'adore. Je préfère recevoir des photos que d'en envoyer. Ce que vraiment je préfère, c'est de savoir que cette photo, elle a été prise pour moi, ou en tout cas peut-être pas pour moi, mais que cette photo elle est live. D'accord. Ça c'est vraiment, je sais pas exactement pourquoi, mais j'adore ça. Donc genre des photos prises au bureau, ou genre vraiment le truc de il y a 10 minutes, maintenant pour toi, ouais. Ouais, exactement, n'importe où. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Oui, ouais, dans la forêt, dans une voiture... Ouais, plein d'endroits qui étaient pas prévus pour. Bah là, ma première fois au final, c'était dans un endroit qui était pas prévu pour, cette cabane de yoga au Club Med. Mais après, la question se pose de qu'est-ce qu'un endroit prévu pour, et puis un endroit pas prévu pour, ça peut aussi être une... En fait, dans le domicile, il peut y avoir des endroits qui sont clairement galères, mais qu'on essaye quand même. Des coins de salle de bain un peu pourris ou des coins de cuisine. Oui, ça a été testé partout dans tous mes appartements, ça c'est clair. Tu sex-proof tes appartements ? Ouais, moins que ce que je l'ai fait à l'époque, parce que là, ça fait quand même 1 an et demi qu'on est dans notre nouvel appartement avec ma partenaire, et je sais pas si on a exactement fait partout. Non, c'est vrai qu'on a une entrée, on n'a encore jamais fait l'amour dans l'entrée. Tu te rappelleras de moi quand tu tenteras le truc. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Oui, c'était avec une de mes partenaires régulières quand j'avais 19 ans. On utilisait un plug anal en silicone qui était assez flexible
et qui était vibrant. Et donc, on était en levrette, et moi, j'aimais bien un petit peu appuyer sur le plug pendant que moi, je rentrais complètement en elle pour la stimuler, ce qu'elle adorait. Le truc, c'est que, je sais pas comment dire, mais les petites ailettes du plug qui empêchent qu'il rentre complètement, vu que c'était dans un silicone très mou, bah, le plug est rentré. Et donc là, galère, j'essaye pendant 5-10 minutes de le sortir d'elle, elle n'y arrive pas, elle essaye elle-même, elle n'y arrive pas. Et là, je me dis, c'est peut-être possible qu'on finisse aux urgences parce qu'en plus, le plug était en train de vibrer, donc ça l'empêchait un peu de contracter complètement ses muscles. La pauvre. Ouais, bon, on en a beaucoup rigolé honnêtement parce qu'au final, je sais pas, il lui a fallu 10 minutes aux toilettes pour réussir à sortir le truc. Elle a pas du tout été traumatisée, moi non plus. Ouais, c'était une belle galère, et du coup maintenant je fais très attention aux plugs que j'achète, être sûr que si jamais justement le frein du plug est trop flexible, ne pas appuyer dessus. Et de toute façon, globalement, éviter d'acheter des plugs qui peuvent rentrer facilement comme ça. Mais c'est comme ça, on apprend de ses galères en vrai. Exactement. On fait l'erreur une fois, pas deux. Non, on est bien d'accord. Et c'est un souci de matériel inédit, je te le cache pas, ça fait quand même quelques épisodes qu'on enregistre et c'est la première fois qu'on entend une histoire de plug anal qui rentre alors qu'il devrait pas rentrer. Et je pense que c'est important de le dire. Globalement même, attention avec le matériel qu'on achète en général, il faut acheter de la qualité, des bonnes matières, des trucs qui rendent pas malades à terme, et puis qui prennent pas de risques comme ça avec tout ce qui est en intra, quoi, tout ce qui rentre. Faut que ce soit facile à enlever. Complètement les sextoys, et faut faire très attention à leur matière, et le lubrifiant aussi, on n'y pense pas, mais les lubrifiants qu'on trouve en supermarché ou en tout cas facilement dans le commerce, si on les retourne et qu'on regarde la liste des ingrédients, il y en a des dizaines. Et il n'y a aucune raison qu'il y ait des dizaines d'ingrédients dans un lubrifiant. Un lubrifiant, c'est censé être, je crois, 4 ou 5 ingrédients minimum, qui peuvent tous être bio, et ça marche très très bien comme ça. Donc là, c'est le scientifique qui parle. Ouais, complètement. Mais il faut faire attention à ça, à ce qu'on met surtout à l'intérieur de soi. Et parce qu'il faut faire attention aussi que ce soit compatible avec à la fois les sextoys en silicone et les capotes, si on utilise des capotes. Donc ça prend pas beaucoup de temps en réalité de un peu pousser le sujet, quoi, se renseigner un petit peu sur ce qu'il faut utiliser. Et puis en vrai, dans les sex shops, il y a souvent des vendeurs qui connaissent leur sujet et à qui on peut poser des questions et qui sont ravis d'y répondre. On a cette image un peu sordide, mais en réalité, c'est des spécialistes. Comme on demanderait à un libraire quel bon bouquin on doit lire, demander à des spécialistes, ça aide aussi, quoi. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Oui, ça m'est arrivé de temps en temps, ouais. Et dont j'ai jamais su le prénom. Hein. Donc t'as pas demandé après non plus? Non, parce que c'était, par exemple, dans des backrooms, dans des soirées, ce genre de choses. Ouais, non, j'ai pas pu demander parce qu'en fait, tout simplement, on s'est séparés une fois que c'était fini. Ouais. Et c'était pas volontaire, ni un oubli de ta part? Non. Enfin, c'était comme ça, quoi. C'était lié au moment. Exactement. Mais il y a des gens pour lesquels j'ai demandé les prénoms a posteriori et on s'est revus. C'est vrai que c'est un truc aussi pareil dans le milieu du libertinage. Souvent, on fait connaissance après qu'il soit passé quelque chose, mais parfois ça mène à des belles amitiés en l'occurrence. Ah oui, on a rencontré dans nos meilleurs amis, un couple d'amis qui nous a fait découvrir d'ailleurs plein de choses qui n'étaient pas reliées au sexe. Mais oui, dans nos meilleurs amis, on les a rencontrés comme ça une soirée. On s'est juste rencontrés parce que j'avais fait un compliment à la fille du couple sur sa tenue, parce que c'était une soirée un peu spéciale, c'était une soirée fétiche avec 5000 personnes en cuir et latex à Amsterdam, et juste en se faisant un compliment, on a commencé à discuter. Au bout de 5 minutes, on était partis tous les quatre en train de faire des trucs. Et s'ils font partie de nos meilleurs amis, ouais. Comme quoi ça mène à tout. On va aborder la question du sexe en groupe, parce que ça fait vraiment partie de ta sexualité. Ouais, j'en ai déjà beaucoup parlé depuis le début, là. En fait, il s'avère que tu t'es mis en couple il y a 9 ans avec une femme. Ouais. Et que vous expérimentez à deux. Alors, qu'est-ce que ça fait d'expérimenter à deux, en couple, le sexe en groupe ? C'est quoi la différence par rapport au moment où tu le fais tout seul ? Mes dernières expériences de sexe en groupe sans elle remontent à 10 ans, donc c'est un peu compliqué de comparer aujourd'hui ma vie sexuelle à plusieurs et celle que j'avais à l'époque, mais il y a deux choses qui sont bien différentes pour moi pendant ces moments-là, c'est-à-dire que déjà tu as quelqu'un avec qui le partager, et enfin quelqu'un de très très proche, la personne la plus proche de toi avec qui le partager, ce qui change tout pour moi, globalement. Donc justement, tout à l'heure, on parlait de compersion.
Ouais, la compersion, ça change tout. Enfin, ça rend le truc beaucoup plus sympa. Mais ça veut aussi dire que il faut être plus conscient de la personne avec qui tu partages ta vie et qui est aussi dans ce sexe de groupe. Tu veux dire que tu as quand même une partie de toi qui est vigilant à ce qu'elle aille bien, à ce que ça se passe bien pour elle? Complètement. Que ça se passe bien pour elle, qu'elle soit ok avec ce qui se passe pour elle, avec ce qui se passe pour moi. Mais disons que j'ai toujours conscience, globalement, de ce qui se passe pour elle. Parce que j'ai pas forcément besoin de la regarder pour savoir ce qui se passe pour elle. J'ai juste à écouter ou à sentir. C'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Et cette sexualité de groupe, c'est pas quelque chose qui a commencé directement pour nous, même si tous les deux on avait des expériences de sexe de groupe avant d'être ensemble. Ce qui est pas très étonnant parce que en fait on vient du même groupe d'amis et on était connus pour être les deux personnes les plus intéressées par le sexe, on va dire. Et au final, même si on avait tous les deux des expériences de sexe de groupe avant de se mettre ensemble, on a attendu quasiment 3 ans avant de sauter le pas. Alors qu'on a commencé à en parler assez tôt. Enfin, elle a commencé en tout cas à en parler assez tôt, parce que moi je voulais absolument pas mettre la pression. Mais on voulait être sûr que notre couple serait assez fort au cas où les choses se passent mal. Parce que bien sûr, quand les choses se passent bien, il y a aucun problème. Enfin, je veux dire, il va rien se passer pour son couple, mais quand les choses se passent mal, il faut être sûr que on s'aime assez et on est assez bon dans notre communication et dans notre dynamique de couple pour se dire moi j'ai pas aimé ou il s'est passé ci et ça. C'est pas un problème pour nous, quoi. Ça nous redéfinit pas. Tout simplement, on a eu une mauvaise expérience et puis voilà, c'est tout. Et donc on a mis un moment pour se sentir assez confortable avec ça. Vous avez mis 3 ans. Ouais. Donc là, ça fait 6 ans. Ouais, quasiment 7. Que vous pratiquez le sexe en groupe. C'est quel pourcentage de votre sexualité? C'est négligeable. Je sais pas, ça dépend des moments, ça dépend des phases, mais globalement, c'est peut-être entre 1 et 5%, je dirais, en total, de toutes nos relations sexuelles qu'on a eues. Mais bon, du coup, si vous faites beaucoup l'amour tous les deux, ça triche un peu avec les statistiques. Forcément, mais enfin, je veux dire, non, en vrai, là, sur les 4-5 dernières années, on fait pas tant l'amour que ça, on doit faire ça entre 2 et 4 fois par semaine, quelque chose comme ça. Enfin, ce qui n'est pas énorme pour nous, par rapport à ce qu'on a fait pendant nos premières années quand on était étudiant, où là on avait tout notre temps, alors c'était plus ou moins tout le temps, quoi. Là ça s'est beaucoup calmé, mais ouais, non, je veux dire, en nombre de fois, c'est négligeable, en vrai. Mais c'est tellement sympa, c'est tellement différent, que ça prend au final une grande place dans notre sexualité. Qu'est-ce que ça vous apporte dans le couple? Déjà, ça améliore la communication par 2 biais. D'une part, parce que on fait des trucs super cool tous les deux, donc forcément la communication elle est plus simple, et on a l'impression de se donner des libertés qui sont énormes, donc ça permet ça nous rend plus heureux. Et ouais, tout simplement avoir ces libertés et savoir qu'on peut le faire avec la confiance de l'autre, et que ouais, on peut explorer des choses, qu'on se donne la possibilité d'explorer des choses qui normalement sont pas explorables, on va dire, si on prend l'exemple du couple monogame que la société suggère très fortement. Le fait d'être mieux avec l'autre, de découvrir des choses de l'autre, ça facilite la communication, et ça la facilite aussi par une deuxième chose, c'est-à-dire que si t'as pas une communication, pas parfaite, mais si t'as pas une excellente communication, ça peut très vite mal se passer ce genre de choses. Parce qu'il peut très vite y avoir des non-dits, passer dans le passif-agressif, se reprocher des choses très très rapidement, donc si ça force à avoir une communication solide, parce que s'il n'y a pas cette communication solide, on a des exemples autour de nous, ça marche pas. Et alors du coup, comment ça s'organise? Vous avez des rendez-vous avec des gens régulièrement, genre oui, alors cette année pour Thanksgiving, on fait une orgie, ou alors c'est une envie et vous en parlez et vous vous dites ah oui, on en a envie en ce moment tous les deux, du coup on s'organise particulièrement pour notre envie. Comment ça se passe? C'est les deux. Je dirais un peu comme la sexualité de couple, il y a des fois on prévoit des choses et il y a des fois on les prévoit pas du tout et puis ça se passe. Après on sait quand même que le principe d'orgie c'est quand même, enfin il faut une organisation malgré tout. Hein. Plus ou moins de l'organisation, ça dépend. Donc oui, on organise aussi des orgies, et donc pour ce genre de choses, ouais, on prévoit ça entre 1 et 2 mois à l'avance. Par exemple, quand on a acheté notre appartement et qu'on a emménagé, on a fait une orgie crémaillère. On avait carrément fait des flyers qu'on avait distribués à nos amis, donc juste uniquement pour nos amis avec des photos de nous dessus. On avait trouvé un thème et ce genre de choses, donc là, ouais, effectivement, c'est complètement prévu. On veut être sûr que les gens sont dispo, les gens doivent s'habiller. Moi, j'organise des jeux pour ces soirées-là. Donc ouais, ça c'est complètement prévu. Alors je suis obligée de faire une petite parenthèse parce que pour les gens qui ne font pas d'orgie, quel jeu tu fais dans une orgie? Alors j'imagine que c'est des jeux de type un peu icebreakers, c'est-à-dire que pour lancer un peu l'ambiance, non? Ouais, c'est ça. Pour permettre aux gens de se connaître
de partager des choses ensemble et pour effectivement briser la glace. Donc, par exemple, pour cette première orgie, tous les gens se connaissaient pas forcément très bien. Une semaine en avance, je leur ai envoyé un Google Form où je leur posais des questions. Alors, il y avait des questions un peu à la con, du genre, je sais pas, quelle est votre noix préférée, ou si vous pouviez faire n'importe quoi à votre boss pendant 24 heures, qu'est-ce que vous feriez? Ce genre de choses. Et puis des questions un peu plus sexuelles. Combien de partenaires vous avez eu? À votre avis, combien il faut d'hommes par femme pour considérer que c'est un gangbang? Et à partir de ces résultats-là, j'ai fait un quiz. J'ai mélangé les gens par équipe. J'ai pris soin de créer des équipes de gens qui ne se connaissaient pas trop. Et je leur ai posé des questions sur les uns et sur les autres pour apprendre à se connaître tout simplement. Et en même temps, j'avais créé un jeu à base de gages, donc il y avait des règles dans la soirée. Par exemple, interdiction de parler une autre langue que l'anglais, ou interdiction de parler de son travail, ou interdiction d'utiliser son téléphone portable. Et à chaque fois qu'on brisait la règle, on allait piocher tout simplement un gage à faire pour faire monter la température. En vrai, je suis la seule personne que je connaisse qui fasse ça. C'est les seules orgies dont j'entends parler qui sont comme ça. Mais c'est parce qu'aussi, nos orgies, c'est pas juste le sexe du tout, c'est juste passer un bon moment avec nos amis, tout simplement parce qu'on fait en fait des orgies on fait ce genre de soirée, que ce soit des orgies ou que ce soit que à 4, 5, 6 ou plus, c'est avec des amis qu'on est là. Donc ça permet d'être plus relax. En fait, on veut juste s'amuser, il n'y a pas que le sexe qui est fun dans ces soirées. J'imagine qu'il y a toute une partie conversationnelle, que après, oui, voilà, en fait, c'est une soirée normale. Ouais, c'est la majeure partie en fait de la soirée, hein. La majeure partie, c'est sans sexe. Enfin, la plupart du temps, il y a des fois où vraiment le sexe, tout le monde en a très envie et il se passe plein de trucs. Mais la majeure partie des soirées, c'est pas le sexe. Pour nous, c'est discuter avec ses amis, jouer, fumer des joints, boire des coups. C'est ça, rigoler. Moi, le meilleur souvenir que j'ai de ma précédente orgie qu'on avait organisée, j'étais en train de me faire sucer par une fille et c'était vraiment une super fellation. Et à côté de moi, il y a une de nos amies qui avait le pénis de son homme dans la bouche et qui commence à faire le chien et qui fait... Elle l'attrape, elle le mord. Et moi, j'étais mort de rire. Enfin, je me retourne vers elle et j'éclate de rire, littéralement. Et j'étais en train d'avoir une super fellation et je me suis retrouvé avec une demi-molle tellement j'étais en train de rigoler. Pour moi, c'est mon meilleur souvenir de cette orgie-là, alors qu'il s'est passé plein de trucs. Je suis ravie d'entendre ce souvenir, je trouve ça en plus super marrant. Non mais oui, enfin ouais, il y a plein de ces moments qui sont super drôles, vraiment. Quand les gens sont assez détendus, il y en a vraiment plein des moments comme ça. Parce que c'est pas bizarre de coucher avec ses amis, il y a pas le truc du lendemain matin. Ces gens-là, on les a tous plus ou moins rencontrés dans ce but-là. Donc, c'est devenu des amis en même temps que c'est devenu des partenaires sexuels. On n'a jamais rien fait, que je dise pas de bêtises, avec des gens qui étaient des amis à la base et qu'on a introduit là-dedans. Ça, c'est... Quoique non, c'est pas vrai, puisque justement, à notre orgie de crémaillère, j'avais invité mes 2 colocs avec qui j'avais vécu quand j'étais arrivé à Amsterdam. Et donc c'était des amis qui étaient complètement vanilles et qui se sont retrouvés, 2 hommes qui se sont retrouvés... Enfin, il y en a un qui était venu avec sa copine et qui se sont retrouvés au milieu de ça, au milieu d'une orgie. Tu les avais prévenus quand même. Bien sûr. Et je savais pas du tout en fait quand je vivais avec eux, enfin, à part à la toute fin quand je vivais avec eux où j'ai compris qu'ils étaient intrigués par ce genre de choses, mais sinon on n'avait jamais parlé de ce genre de trucs-là. Et ouais, non, ça s'est fait, mais ça a pas rendu les trucs chelous du tout, non, avec eux. Non, mais globalement, non, c'est pas du tout chelou. Au contraire, parce que on connaît mieux les gens, on partage plus de choses avec ces gens-là, c'est un amour c'est une amitié qui est différente, tout simplement. C'est, pour certaines de ces filles, pour moi, ce sont plus que des amis, et le problème, c'est que en français, on n'a que le mot amour pour décrire, en fait, toutes les sortes d'amour qu'on a, l'amour qu'on a pour sa famille, pour ses enfants, pour ses amis, pour ses partenaires. Et donc tout ça, c'est le même mot, mais en vrai, il y a plein d'amours différents. C'est une sorte d'arc-en-ciel, en fait, tout simplement. L'amour que j'ai pour mes amis est différent de l'amour que j'ai pour mes parents, oui, mais l'amour que j'ai pour ces personnes avec qui je partage quasiment tout, que je vois très souvent, je suis pas amoureux de ces personnes, mais je les aime. C'est une forme différente d'amour, clairement, je les aime. Maintenant, on va parler de ta dernière fois. Mm-hmm. C'était quand, cette dernière fois ? C'était il y a quelques jours. C'était avec ma compagne, et c'était absolument pas prévu pour moi. Enfin, je veux dire, je m'y attendais pas du tout. Elle me dit, on se fait une soirée film.
Ok, donc moi en fait j'étais en pyjama. Alors qu'en plus je suis jamais en pyjama pendant la journée, honnêtement... T'avais sorti ton plus beau pyjama pour cette soirée film. C'est ça, ouais. Bref, enfin on commence à regarder un film ou des séries, je me souviens même plus en vrai. Et je reçois un message WhatsApp. C'était elle qui venait de m'envoyer un message sur mon téléphone. C'était une photo de la lingerie qu'elle portait sous son pyjama, elle, parce qu'elle, du coup, elle était aussi en pyjama. Lingerie super sexy, avec des bas et tout. Bref. Donc là, je comprends qu'il y a un truc qui va se passer. Et je sais même pas pourquoi j'y ai même pas pensé, parce qu'en vrai, on avait fait une séance de sexting endiablée la veille. C'est juste que j'y avais pas pensé, quoi. Bref. Mais bon, on continue le film ou la série qu'on était en train de regarder. Et puis au final, ça commence à vraiment chauffer. Donc on arrête tout ça et on monte dans la chambre. Et là, je vois qu'elle avait en fait sorti sur le lit tous les jouets que potentiellement elle aimerait utiliser ce soir. Et donc il y avait des godes, il y avait des plugs, il y avait de quoi attacher, il y avait des fouets, ce genre de choses. Donc moi c'était une surprise totale, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, on a fait une super séance BDSM ça a été vraiment très fluide, très facile. C'était vraiment c'est un super souvenir. C'était une bonne surprise. Ouais, c'était une super surprise parce que encore une fois, je ne m'y attendais absolument pas, vraiment. Mais ouais, non, c'était vraiment un très bon moment et on a adoré tous les deux. On a eu de super orgasmes. On a pris quelques photos aussi. Pour les archives. Ouais, pour partager aussi aux amis. Est-ce que c'est à l'image de votre couple aujourd'hui ? Ouais. Enfin, en vrai, ça a toujours été à l'image de notre couple. On a toujours une sexualité très facile entre nous deux. On a la chance d'avoir la même libido, on a envie globalement en même temps, pendant les mêmes phases et ce genre de choses. A contrario, on n'a aussi pas envie au même moment. Donc on est très alignés, on a toujours eu une sexualité très très simple tous les deux. C'est quelque chose à laquelle on a réfléchi récemment, et ça fait quasiment 10 ans qu'on est ensemble. Et notre sexualité au départ, elle était vraiment géniale, et elle n'a fait que s'améliorer au fil des ans. Chose dont j'avais pas idée, je pensais pas que c'était possible. On pensait pas que c'était possible qu'après 10 ans, on puisse avoir une meilleure sexualité que quand on a débuté, alors qu'en vrai, elle était déjà géniale, quoi. Ouais, on est vraiment chanceux pour ça, tous les deux. Tous nos kinks importants, on les a en commun. Donc ouais, on n'a pas tous nos kinks en commun, mais les plus importants, on a les mêmes. On joue avec, on en rajoute toujours des nouveaux, on explore. On est fait l'un pour l'autre à ce niveau-là, vraiment. Je pense pas qu'il y ait une personne qui puisse mieux me convenir au niveau sexuel que ma compagne. Il faut qu'on fasse cette conclusion dessus, quoi. Je trouve ça tellement beau parce que du coup, ça, on a tendance à dire que c'est des choses qui s'étiolent avec le temps. Et là, c'est l'inverse, ou en tout cas, ça continue de se nourrir. Le fait que tu aies du recul, que vous ayez 10 ans de relation pour pouvoir en témoigner est formidable, et on a peu ça, en réalité. En général, les gens qui racontent des vies sexuelles endiablées, ils sont ensemble depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et n'ont pas connu tout ce qu'on connaît quand on partage 10 ans avec quelqu'un. Je trouve ça magnifique, votre histoire. Je trouve ça très beau, la façon dont on parle. Et je te remercie vraiment d'être venu témoigner de tout ça aujourd'hui. Merci à toi. Merci, Max. C'était Première et Dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de Première et Dernière fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.